Je vais vous présenter le plan. En gros, c'est la moitié sera sur un petit peu l'initiative qui se passe à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et l'autre moitié sur un dispositif pédagogique très particulier qu'on va analyser plus en détail. Donc effectivement, moi je suis un conseiller pédagogique, je me suis spécialisé en transformation organisationnelle et on est en train aujourd'hui de développer une branche européenne de ce qu'on a fait à l'Université de Montréal. Et l'objectif, c'est justement, via par exemple la faculté de médecine de Nice, où Luigi Flora et Jean-Michel Benatar, qui sont dans la salle, c'est-à-dire un duo patient et médecin qui déploie dans une faculté de médecine une unité qui permet de recruter et former des patients pour enseigner la médecine. C'est donc sur le même modèle que le modèle de Montréal, qui est en train de se déployer actuellement en France et aussi à la faculté de médecine de Rennes, avec Emmanuel Allori et Pascal Jarnot, ce même genre d'initiative. Donc juste pour vous mettre en contexte rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de patients partenaires et en particulier de patients enseignants, ça vient de, si je vous montre ce modèle-là, qu'il y en a un en particulier, mais il y en a plusieurs qui existent en ce moment et qui sont en émulation, c'est-à-dire chacun essaye de tester quel est le plus propice pour le développement des compétences des médecins. Celui-ci, c'est les fondements du modèle de Montréal, donc qui repose sur la distinction entre d'un côté l'expert de la maladie qui est reconnu comme le professionnel de la santé et de l'autre côté les patients qui sont des experts de la vie avec la maladie et qui sont donc considérés comme des acteurs de soins à part entière. Dans la majorité des cas où par exemple dans les cas des maladies chroniques, qui sont la majorité des maladies qui sont soignées en dehors de l'hôpital et qui correspondent à plus de la moitié de la population, les patients sont ceux qui, et leurs proches, sont ceux qui passent le plus de temps à réaliser des actes de soins. Et de ce fait-là, dans le modèle de Montréal, sont reconnus dans l'équipe de soins comme acteurs à part entière les patients et leurs proches. De ce fait-là, juste du côté un petit peu subversif du postulat, c'est que si on parle de reconnaissance de la complémentarité des expertises, on vient dire qu'une décision médicale optimale ne peut faire fi de la mobilisation des savoirs expérientiels de la vie avec la maladie des patients. Si je fais le bon IRM, le bon diagnostic, le bon plan de traitement, mais que derrière, je n'ai pas réussi à créer une relation de confiance avec le patient et qu'il y a un engagement commun autour d'un projet de vie qui est le sien, l'inobservance au traitement qui en suit est majeure. Donc ce n'est pas parce que j'ai fait, donc, encore une fois, le bon diagnostic, le bon plan de traitement, etc., que j'ai fait ma job de professionnel. C'est un métier qui a une responsabilité sociale associée et qui ne s'arrête pas à la porte de son bureau. À la faculté de médecine de l'Université de Montréal, ce qui s'est passé donc depuis 2010, c'est le déploiement de cette approche-là. Et juste pour vous faire un portrait très rapide de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des patients qui sont impliqués directement au niveau stratégique dans le conseil de faculté, le comité de programme, le comité de réforme de l'admission. Donc des patients qui aujourd'hui participent à la sélection des étudiants en médecine, à l'évaluation des étudiants en médecine dans des mécanismes comme les ECOS qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire au lieu d'avoir des acteurs qui jouent un rôle écrit sur une vignette, on a des patients à partir de qui on fait la vignette. On discute de leur expérience de vie avec la maladie et on prend des patients chroniques et on parle de leur épisode, par exemple, aigu qu'ils ont eu dans le sein de leur parcours de malade chronique. Et on se dit, à partir de cette expérience-là, on va faire une vignette que tu vas jouer, mais en fait, tu vas jouer ta propre vie et ta propre expérience, qui fait qu'en termes de fidélité et puis de sincérité et de transparence au niveau de l'interaction avec les étudiants, on voit que le degré d'engagement pédagogique des étudiants, quand ils agissent avec des vrais patients plutôt que des acteurs qui jouent un rôle de patient standardisé, on voit tout de suite la différence d'engagement pédagogique à l'intérieur et donc ça a un impact sur le développement de compétences. Il y a environ 250 patients formateurs, un peu plus maintenant, à l'Université de Montréal, donc qui peuvent co-enseigner des cours, qui peuvent participer à des ateliers de collaboration interprofessionnelle qu'on a discuté. Et tout ça, c'est soutenu par l'équipe que je vous ai présentée à la base, qui est donc chargée de recruter et former des patients partenaires de leurs propres soins, donc qui sont déjà partenaires avec leurs professionnels de santé, et qu'on vient recruter pour faire des mandats d'enseignement. La différence avec le patient expert, un petit peu aussi en France, il y en a plusieurs, mais je ne peux pas m'étaler là-dessus, on pourrait faire 3 heures, mais on ne cherche pas ici des patients qui, par exemple, seraient capables un patient VIH qui discuterait de virologie avec son hématologue. On est avec des patients là où ça serait une expertise professionnelle. Il peut faire un PhD en biochimie, mais ce n'est pas ce type de patient qu'on vient chercher. Nous, c'est des patients partenaires de leurs propres soins qui sont capables d'intervenir dans un contexte pédagogique, comme enseignants. Je ne peux pas vous le donner en détail, mais ça, c'est le portrait des initiatives pédagogiques qui sont réalisées à l'Université de Montréal avec et impliquant des patients formateurs. Vous verrez que chez nous, surtout, le fil conducteur principal, ça a été l'éthique clinique. C'est-à-dire le fait que le référentiel de compétences canadien, qui s'appelle le CANMED, ait indiqué une compétence d'éthique clinique, enfin de professionnalisme, et à l'intérieur, il y avait éthique clinique, a permis de légitimer l'implication des patients et d'en faire un fil conducteur pour déployer ces patients formateurs au sein de l'institution. De ce fait-là, aujourd'hui, c'est le dispositif que je vais vous présenter. On va parler des ateliers d'éthique clinique en particulier.
Dans le titre, quand je vous dis repolitiser les dilemmes éthiques, c'est justement parce qu'on est arrivé tellement dans une approche relativement se présentant comme objectif, se présentant comme neutre et étant relativement positiviste dans ces postulats, fait en sorte qu'on a l'impression qu'on traite les enjeux éthiques comme étant des enjeux objectifs, neutres et ayant, même si on parle de nuances, etc., il est très difficile d'en expliciter la dimension purement politique à l'intérieur de ça. Pas politique au point de vue partisan, hein, c'est pas de droite, de gauche ou quel parti, là, mais quel idéal sous-jacent est présent à cette action. C'est-à-dire quand j'agis de telle manière, quelle conception de l'homme, quelle conception de l'action envers autrui, quel rapport à la société j'ai quand je réalise telle action, sur quel postulat je base mon action. Et de ce fait-là, la question, c'est de dire, est-ce que la participation des patients formateurs à ce type de discussion sur les dilemmes éthiques rencontrés dans la pratique clinique, est-ce que pour le partenariat de soins, c'est un vecteur de sa réalisation, de son déploiement, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être au détriment des patients et des étudiants en médecine? Est-ce que vous pouvez me donner une indication du temps, juste pour me rendre compte? Là, ça fait 6 minutes que vous parlez. Merci beaucoup. Donc, juste pour vous dire, ce dispositif, cette équipe, elle est composée à la fois de patients et de professionnels de la santé et d'experts en pédagogie. De ce fait-là, Luigi, par exemple, Flora, qui est présent dans la salle, est un des patients-chercheurs et formateurs qui a participé au déploiement de l'initiative en général, mais a agi à l'intérieur de ces ateliers d'éthique clinique. Et de ce fait-là, l'activité, elle est pensée dès le début, conçue dès le début avec des patients et des professionnels. Parce que si vous mettez uniquement des patients pour penser ce genre de dispositif, la probabilité que les étudiants en médecine s'y retrouvent et trouvent l'activité proche de leur réalité est difficile. Si vous mettez uniquement des cliniciens, ça se peut qu'en termes de conditions propices à discuter de partenariat, ça devienne compliqué. Donc on a compris que la co-construction de ces activités était un facteur clé de succès pour que le partenariat puisse être discuté de manière adéquate. En gros, cette activité, juste pour vous mettre en contexte, donc il y a 300 étudiants par année à l'Université de Montréal qui sont en médecine, donc c'est les cohortes de 300, ça fait 13 groupes de 20-25 étudiants environ. Ils sont co-animés par des trios de résidents c'est un interne, médecins et patients. Au début, on avait pensé uniquement à des médecins et des patients formateurs, mais on s'est rapidement rendu compte que les médecins avaient tendance à banaliser la difficulté de ce qui se passait dans les études de médecine. Pourtant, ils étaient passés par là, mais ça faisait parfois tellement longtemps qu'on a eu besoin qu'il y ait une figure à laquelle les étudiants s'identifiaient de plus proche et qui était capable de dire « oui, c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, je comprends ce que tu me racontes sur ce genre d'enjeu que tu vis dans ton rapport aux autres, dans ton rapport à celui qui t'évalue, etc. » Donc, on a rajouté les internes dans les trios pour être sûr que les étudiants en médecine s'identifient à certains des animateurs. Les étudiants, donc c'est des étudiants de 3e et 4e année avec des ateliers d'une durée de 3 heures. L'objectif des ateliers, c'est d'être capable de passer par l'approche narrative, donc la rédaction d'une vignette d'éthique clinique, pour être capable de mettre en lumière la complexité des situations humaines qui vivent et surtout de commencer à les analyser, les décortiquer, montrer les relations de pouvoir qui sont en présence, montrer les enjeux de légitimité, de crédibilité des différents acteurs et de proposer des pistes d'action notamment d'action collective, c'est ce qu'on va discuter tout à l'heure, pour s'en sortir dans ce genre de dilemme. Juste pour vous dire, aujourd'hui, on a donc accumulé, juste à travers ces activités, plus de 1500 vignettes d'éthique clinique écrites par des étudiants qui qui écrivent sur papier ce qu'ils ont vécu comme situation complexe. Et il y a 1 mois, on a organisé une soirée théâtre. On a fait jouer des patients formateurs et des étudiants qui ont mis en scène les 15 meilleures vignettes d'éthique clinique qui avaient été produites. Et ça, juste pour vous dire, en termes de transformation organisationnelle, des vice-doyens et autres responsables de comités pédagogiques que des fois, sur le plan rationnel, on n'arrive pas à faire bouger en termes de partenariat avec les patients, vous les faites assister à une soirée comme ça, et ça fait pas mal la job. Dans le sens où ça va les marquer sur un autre registre. Ça va aller les prendre sur une autre dimension de leur façon de leur rapport au monde. Et de ce fait-là, cette soirée théâtre a été une manière d'utiliser un autre vecteur pour parler de partenariat. Donc juste pour la description de l'activité, je vous l'ai dit en gros à quoi ressemblait, et le dispositif. Je ne pourrais pas vous le montrer. On va poser des questions. Bon, piste de réflexion. On va entrer dedans. Donc, dépolitisation et repolitisation. La première chose que je voulais dire, c'est qu'on essaye dans cette activité d'aborder une perspective systémique. Parce qu'un des enjeux, souvent, avec l'approche d'éthique clinique, c'est de traiter ça au niveau interindividuel, mais 1, 2, 3 acteurs. Et on a du mal à passer à une échelle supérieure. Donc on essaye de montrer que ce n'est jamais juste une question d'intentionnalité individuelle ou d'analyse stratégique où on serait capable de contrôler l'ensemble des paramètres de l'action. Donc on essaye de prendre un recul par rapport à ça. On essaye de montrer aussi l'effet d'interdépendance des étudiants les uns aux autres, des élèves dans le système, etc., pour sortir d'une perspective morale. On a tendance, dans beaucoup d'activités d'éthique clinique, à essayer de dire aux étudiants, en gros, vous avez agi mal, ou là, vous pourriez agir bien, même si ce n'est pas dit explicitement, des fois, c'est ce qu'on comprend, et que de ce fait-là,
on reste dans une perspective morale où on demande à l'étudiant en médecine ou au futur professionnel d'être capable de lui-même d'agir différemment dans ces contextes-là. Alors que la perspective systémique qu'on prend montre qu'il y a tellement de jeux d'autres déterminants en présence que si on se concentre uniquement et on met autant de pression juste sur le futur professionnel pour lui dire « tu pourrais agir différemment, notamment en partenariat avec le patient, mais sans rien changer de l'environnement dans lequel il est », c'est lui rajouter encore plus de pression et avoir plus de chances qu'on le perde en termes de praticiens réflexifs avec qui on va pouvoir travailler. Donc on essaye de ne pas surresponsabiliser les individus et sans non plus développer du cynisme sur « je ne peux rien faire ». Mais donc le compromis est difficile. Ça, je viens de jaser. Donc ça permet... 5 minutes, c'est ça ? Ça permet à la fois donc, de réinscrire l'individu au sein du système dans lequel il est, mais surtout de lui montrer des situations dans lesquelles il peut voir le patient non plus encore comme une menace ajoutée à son environnement, mais comme un allié stratégique potentiel. Dans le sens où, si je vous prends les étudiants, souvent ce qu'ils nous disent, c'est quand j'ai une situation où je ne sais pas quoi faire face au patient, j'ai mon résident qui est au-dessus de moi, donc mon interne, qui l'évalue et dit je ne peux pas lui dire que je ne sais pas quoi faire parce que c'est lui qui m'évalue, ça va jouer sur ma note. J'ai mon patron, ceux qui sont leurs médecins en exercice, qui les évaluent, je ne peux pas lui dire non plus. Mes collègues, je suis en compétition avec eux. Puis là, ils se retrouvent à dire mais j'en parle avec qui ? Parce que leur famille les voit sur un piédestal, donc ils n'arrivent pas non plus à dire à leur famille qu'ils ne savent pas comment faire dans telle ou telle situation. Et de ce fait-là, on a remarqué que quand on intégrait les patients formateurs, c'était beaucoup plus facile de les voir de ce fait-là comme des alliés avec qui, dans cette situation, eux aussi ont grand intérêt que vous ne cachiez pas ce que vous ne savez pas et que vous ne preniez pas des initiatives trop risquées. Avec de ce fait-là, si on revoit le portrait en ne voyant pas juste un individu pris dans cet environnement complexe, on peut voir qu'en le pensant en partenariat, j'ai un allié avec qui je vais pouvoir m'en sortir différemment et surtout, je suis avec un patient qui, s'il est encore vivant aujourd'hui avec le parcours de maladie qu'il a, c'est qu'il en a trouvé des stratégies pour mobiliser ses professionnels et être encore en vie aujourd'hui. Et la majorité du temps, je peux vous dire que c'est justement eux qui ont les stratégies les plus intéressantes à partager avec les étudiants en médecine pour dire comment j'aborde l'interne de telle manière, comment j'aborde le patron de telle manière et comment tu peux présenter la situation. Donc cet échange de stratégies à l'intérieur du système de santé pour mobiliser les forces de chacun a été un vecteur de partenariat pour cette raison-là. Par contre, des éléments de dépolitisation, je finirai là-dessus, qui peuvent être présents dans l'activité, du fait que c'est une activité temporaire, ponctuelle et qui n'est pas l'ensemble du curriculum non plus, c'est qu'on est quand même dans une société libérale, donc avec un ethos qui favorise une concentration sur l'action individuelle en tant que telle, et que la grille d'analyse, même si on essaye de la rendre systémique dans la manière dont on anime, c'est que les étudiants partent par défaut d'une analyse individuelle. Et la monade de base ne reste pas la relation. On essaye de les faire travailler au niveau de la relation en disant que ce n'est pas une question d'un acteur ici, un acteur là, mais des gens déjà en interrelation. Ça reste qu'intellectuellement et conceptuellement, ce n'est pas quelque chose de facile si on n'a pas déjà déconstruit tout ce que notre socialisation préalable a construit, et qu'on soit étudiant en médecine ou pas. L'éthique est un signifiant vide, on le sait beaucoup, on peut y mettre à peu près n'importe quoi là-dedans, et que des fois on se retrouve rapidement à des conversations simplifiées sur le fait que est-ce qu'un comportement il est éthique ou pas, ou plutôt de dire quelle éthique est performée par ce type d'action et quelle éthique est performée par une autre. Et la plus dure aussi politiquement dans les temps actuels, c'est de leur dire trouvez votre place, mais dans une société où on leur présente en permanence de dire il y a le pluralisme des valeurs, tout se vaut, tout est équivalent, et que de ce fait-là, il faudrait qu'ils puissent s'affirmer et ancrer certaines valeurs pour leur éthique de soins, mais en même temps leur montre en permanence qu'il faut prendre en compte l'ensemble des valeurs de soins qui peuvent être présentes. Donc la tension entre une société libérale qui valorise le choix individuel, et de l'autre côté, une action collective qui demande de faire des choix en contexte institutionnel. Donc, voilà les éléments de réflexion que je vous propose sur ce genre de dispositif d'éthique clinique, enfin un atelier d'éthique clinique mobilisant des patients formateurs et ayant pour objectif notamment de développer le partenariat. Donc, comme je vous l'ai dit, on fera la discussion à la fin. Donc, je vais demander à, je mets mes lunettes, Baptiste Chetaille, ça se prononce comme ça ? Oui, voilà. De nous présenter une étude de cas, le patient formateur en TD de laryngectomie auprès d'étudiants en orthophonie. Bien. Alors, donc je me présente, je suis Baptiste Chetaille, orthophoniste. Le sujet de ma présentation est donc une étude de cas, celle des patients formateurs qui sont intervenus auprès d'étudiants en orthophonie. Donc il s'agit pour moi de faire en quelque sorte un état des lieux en vous présentant à la fois les points forts mais également les fragilités dans la mise en place de ces interventions. Donc TD c'est travaux dirigés, c'est un cours en classe restreinte environ 25 élèves.
Donc, les résultats que je vais partager avec vous sont issus de mon mémoire de recherche, c'est mon mémoire de fin d'études. Donc, vous retrouvez là le titre, hein, puis si vous voulez le consulter, là, il est à la bibliothèque de Lyon 1. Mon impulsion de départ était un constat. Celui qu'au sein d'un des centres de formation d'orthophonie les plus grands de France, en fait, il y a des interventions de laryngectomie qui n'étaient pas automatiquement reconduites d'une année sur l'autre, en fait, alors qu'elles existaient depuis au moins 10 ans. Donc, mon objectif était donc de comprendre, en fait, les raisons pour lesquelles ces interventions n'étaient pas reconduites et de mettre, en fait, en lumière ce qui les fragilisait. Alors, donc pour ce faire, ma démarche a été compréhensive. Donc, j'ai voulu me pencher sur les procédures qui ont été mises en place pour la réalisation de ces interventions. Donc, j'ai voulu obtenir des éléments descriptifs le plus précis possible. J'ai donc réalisé 3 entretiens, donc auprès de 2 orthophonistes formatrices qui ont participé à cette TD et une patiente formatrice qui intervenait elle aussi et qui s'appelle donc Madame K. Donc j'ai ensuite analysé l'ensemble de ces discours, je les ai recoupés pour en extraire des thématiques. Alors pour vous présenter mes résultats, je vais vous les présenter par pôle. Donc tout d'abord le milieu, donc c'est-à-dire le cadre universitaire, puis la question des savoirs transmis, les motivations des intervenants et le point de vue des étudiants. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les éléments du milieu dans lequel se sont inscrits les TD en question, donc c'est-à-dire le centre de formation, ainsi que les questions d'organisation. Donc il se trouve que les éléments que je vais vous décrire sont au regard des personnes que j'ai interviewées les facteurs les plus puissants dans la non-reconduction des interventions de patients. Donc d'un point de vue logistique, à droite, donc j'ai relevé diverses fragilités. Donc une équipe d'orthophonistes enseignantes plutôt instable avec des arrivées, des départs au cours des 10 dernières années et la restructuration de l'unité d'enseignement, la laryngectomie totale, qui était due notamment à la masterisation de la formation. Donc en 2013, il y a eu la masterisation. Avant, la formation se faisait en 4 ans et à partir de ce moment-là, elle se faisait en 5 ans. Et enfin, donc, le format du TD aussi, qui a toujours été remis en question pendant les 10 dernières années. Donc, pour vous donner un exemple, donc, lorsque ces TD ont été instaurés, donc il y a 10 ans à peu près, seules 3 personnes intervenaient, et elles intervenaient au nom de l'association des mutilés de la voix. C'est une association d'entraide pour les personnes laryngectomisées. Les TD ont évolué et aujourd'hui, donc seule une patiente laryngectomisée co-dirige le TD avec une enseignante orthophoniste. Mince, on va revenir en arrière, je suis allé trop vite. Donc concernant l'institutionnalisation donc, des interventions, donc, et plus précisément le statut des patients formateurs, donc aucun contrat n'était signé. Aucune concertation ni préparation n'ont été réalisées en amont de ces interventions. Petite parenthèse, j'ai noté d'ailleurs que le référentiel de formation donc, du certificat de capacité d'orthophonie, qui détermine en gros les contenus pédagogiques et les moyens qui peuvent être mis en œuvre donc, pour former les futurs orthophonistes, ne faisait pas référence à la possibilité de faire intervenir un patient formateur. Donc ce manque d'institutionnalisation du statut du patient peut donc être également porteur de fragilité pour la reconduction des interventions de patients. Donc le pôle savoir se réfère au savoir transmis par le patient aux étudiants. Donc il s'agit de ce qu'on appelle les savoirs expérientiels. Donc avant de vous énoncer ceux de la patiente que j'ai interviewée, de Madame K, donc je me permets une brève digression. Donc le patient formateur s'appuie donc sur le concept de savoir expérientiel. Donc le savoir expérientiel, c'est lorsque le patient cumule des expériences et des compétences autour de la maladie, donc au niveau anatomique, mais également au niveau de l'autoclinique, c'est-à-dire donc avoir un regard sur l'évolution des symptômes et sur les traitements. Donc ce savoir expérientiel implique aussi des connaissances un peu plus larges, par exemple développer des compétences relationnelles avec les équipes soignantes ou encore la connaissance du système de santé. Donc, ce savoir expérientiel n'a pas toujours eu sa légitimité dans le système de soins, dans le système de santé. Donc, autrefois, seul le médecin détenait le savoir. Depuis, les représentations ont pas mal évolué. Donc, depuis les années 2000, on parle du patient, on parle de soins centrés patient. Et aujourd'hui, on parle du patient comme partenaire de soins, donc un patient qui fait partie du coup d'équipe soignante
et dont l'expérience peut être entendue. Donc diverses motivations poussent un patient qui détient donc une telle expertise, on en a voilà, avec des guillemets comme on en a parlé ce matin, expertise de sa maladie, donc à vouloir transmettre son savoir aux futurs soignants. Donc je vous cite les deux plus importantes en fait. Donc la première motivation, c'est de sensibiliser les étudiants aux patients comme partenaires de soins, comme je viens de l'évoquer. Et la deuxième motivation est de sensibiliser les étudiants à une posture professionnelle plus humaine, engageant donc l'écoute, l'empathie. Alors, donc pour revenir au pôle savoir que j'ai étudié, qui est donc constitué des savoirs expérientiels issus des savoirs expérientiels de Madame K. Donc, on retrouve un vaste champ de savoir qui concerne donc le système de santé, la connaissance de la maladie au niveau anatomique, au niveau des traitements, des gestes autocliniques, les adaptations au quotidien, donc notamment concernant le projet professionnel, donc qui se trouve du fait de la maladie bousculée, et les impacts psychologiques. Donc, j'ai également observé une indifférenciation du patient formateur avec le savoir qui est transmis, car il s'agit donc de son propre savoir à ce patient-là. Donc, en ce sens, donc, les savoirs se fondent en la personne du patient, en fait, ce qui fait que l'intervention du patient est une expérience unique et a priori non reproductible. Donc cette indifférenciation peut donc créer une ambiguïté en fait pour les étudiants dans les objectifs à atteindre. Ils se posent, par exemple, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce qu'il s'agit juste d'écouter et de rencontrer une personne, et quelle trace reste-t-il des savoirs à acquérir? Donc à présent, le pôle intervenant, donc, qui est constitué des patients formateurs qui interviennent par motivation personnelle et qui doivent faire preuve de compétences oratrices pour impliquer les étudiants lors de CTD. Le pôle intervenant, le pôle des orthophonistes formatrices, donc il y a un objectif, les orthophonistes formatrices ont plutôt un objectif clinique, c'est-à-dire de croiser les regards entre d'un côté la théorie et de l'autre le témoignage du patient formateur, donc l'expérience vécue de la maladie. La posture adoptée idéalement par les orthophonistes, d'après elle, est celle de modératrice, c'est-à-dire donc de cadrer tout en veillant à laisser la liberté au patient formateur d'intervenir comme bon lui semble, car c'est avant tout son moment à lui, en fait, c'est avant tout le moment du patient. Donc ces acteurs ont deux objectifs principaux. Le premier, de dédramatiser donc, au regard des étudiants les prises en charge des personnes laryngectomisées. Et le deuxième objectif est de sensibiliser donc, les étudiants aux patients comme partenaires de soins. Donc la question que je me suis posée alors, c'est pourquoi l'ensemble de ces intervenants ont-ils l'objectif de dédramatiser les prises en charge de ces patients-là? Pour vous éclairer à ce niveau-là, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est une personne laryngectomisée. Donc, c'est une personne qui a eu un cancer du larynx. Donc on lui a enlevé le larynx. Le larynx est situé ici, en fait, au niveau de la gorge. Donc, il a à peu près cette forme. Il se trouve au carrefour entre schématiquement donc l'œsophage qui conduit à l'estomac et la trachée qui conduit donc au poumon. La laryngectomie totale isole donc les deux voies, l'œsophage d'un côté donc pour l'alimentation, c'est la flèche rouge là sur le schéma, et la trachée pour la respiration de l'autre, la flèche bleue. Donc ceci a plusieurs répercussions. Donc d'un point de vue physiologique, la création d'un orifice ici qui permet à la personne de respirer et l'ablation des cordes vocales. Donc cette personne-là va devoir apprendre une nouvelle voix qui est assez gutturale, puisque le son qu'il va produire va être produite par la résonance de d'air qui sera injecté donc, dans la bouche et qui fera un son. Donc cette technique vocale peut être apparentée à parler en rotant, en gros, et est mise en place avec l'orthophoniste. Et à côté de ça, le patient va devoir également acquérir donc, de nombreux gestes sanitaires, le nettoyage des canules, c'est un petit bouchon en fait, qui est situé ici et qui empêche les poussières de rentrer directement dans les poumons. Et le nettoyage des sécrétions en fait, qui sont relativement abondantes et qui sortent donc, par le trachéostome. Le trachéostome, c'est le nom donné à l'orifice. Donc cette mutilation entraîne aussi des répercussions psy, donc sur l'image de soi, et puis comme vous pouvez l'imaginer dans la relation à l'autre, et sur le quotidien de la personne en fait, qui doit apprendre de nouveaux gestes d'hygiène. D'où l'importance d'une prise en charge donc globale, afin de prendre en compte leurs ressentis à ces personnes-là, leurs ressources et l'entourage.
la prise en charge donc, de ces patients peut sembler assez technique, très anatomique, médicale, avec du matériel spécifique. Elle engage des sécrétions, des odeurs, sans parler de la problématique du cancer qui implique donc une dimension d'accompagnement psychologique. Et ces prises en charge, du coup, ces prises en charge orthophoniques peuvent sembler complexes et faire peur aux étudiants qui ne sont pas ou très peu familiarisés à gérer l'ensemble de ces paramètres. D'ailleurs, une des orthophonistes formatrices interviewée a eu l'occasion, lorsqu'elle était étudiante, d'assister à ces TD. Elle a pu identifier une double ambivalence, donc à la fois une appréhension, curiosité en amont de ces interventions de patients parce qu'elle n'avait pas été préparée à ça, ainsi que pendant les interventions, dans les questions qu'elle hésitait à poser en fait. Elle se demandait quelles sont les limites de ce que je peux dire, quelles questions je peux poser, est-ce que je ne suis pas un peu trop intrusive. Donc, dans la continuité, nous arrivons au deuxième objectif de cette présentation qui concerne les étudiants et qui répond à la question quel effet ont concrètement donc, ces interventions sur les étudiants. Donc moi, j'ai fait le choix ici de me focaliser sur un des objectifs, c'est-à-dire est-ce que l'intervention a vraiment dédramatisé la prise en charge de ces patients du côté des étudiants. Donc est-ce qu'elle a vraiment eu un impact sur l'appréhension? Donc pour mesurer cette appréhension, j'ai fait passer donc, des questionnaires en ligne auprès de 95 étudiants. Donc je les ai soumis à ce questionnaire donc, avant leur TD et aussi après leur TD, en fait, pour pouvoir vraiment comparer le degré d'appréhension. Donc voici les résultats. Donc avant le TD avec Madame K, donc vous voyez là, en bas, je vais retrouver mes mots. Voilà, j'en suis où? Donc, voilà. Donc, en bas du graphique, il y a une échelle d'appréhension qui va de 0 à 5. 0, c'est pas d'appréhension. 5, c'est beaucoup d'appréhension. Donc, on voit là que les étudiants avaient pas mal d'appréhension à prendre en charge une personne laryngectomisée totale. Et après le TD avec Madame K, donc on remarque que le pic s'est décalé de 2 échelons. Donc, globalement, l'expérience des interventions de patients semble plutôt positive. Donc pour les étudiants et que l'objectif souhaité était atteint. Donc ça traduit probablement le fait que la rencontre avec le patient formateur a permis en gros de lever les fantasmes, de lever en fait les représentations que les étudiants se faisaient en fait d'une rencontre avec un patient laryngectomisé. Pour résumer, donc dans notre cas, donc concernant le TD de laryngectomie totale, donc dans la formation des futurs orthophonistes, donc le pôle milieu, c'est-à-dire les questions logistiques et d'institutionnalisation, constitue vraiment la problématique majeure en fait qui peut expliquer la non-reconduction de ces interventions. Il y a d'autres fragilités qui concernent les postures des intervenants qui peuvent donc flouter les objectifs tels que je vous l'ai évoqué précédemment. Et la faible anticipation des interventions du côté des patients formateurs, mais aussi du côté des étudiants, qui peut rentrer en ligne de compte. Pour conclure, donc j'ai fait le constat en fait que déjà les troubles de la communication et du langage n'ont pas empêché en fait dans le cas que j'ai abordé la transmission par les patients les patients formateurs. Et qu'en fait, le résultat qui concerne la diminution de l'appréhension des étudiants appuie l'idée en fait que ces interventions de patients donc, ont toute leur place et leur légitimité en fait dans la formation des futurs orthophonistes. Mais en fait, je soulève le fait que les TD en question ont lieu dans l'avant-dernière année de la formation. Donc, en fait, il me semble que ce qui pourrait être intéressant, c'est de vérifier en fait si l'impact sur leur appréhension va vraiment tenir dans le temps en fait, et si concrètement ces étudiants-là, une fois qu'ils seront devenus orthophonistes, vont vraiment accueillir davantage ces personnes laryngectomisées. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci. Merci. Pour l'instant, bravo pour le timing. Personne ne dépasse. J'appelle maintenant Victor Morin et Angèle Galnon. Qui sont les patients experts intervenant auprès des étudiants en santé? Et vous avez fait une revue de la littérature caractérisant leur intervention et évaluant leur action. Donc, bonjour, Victor et moi, nous sommes en 4e année de médecine à la faculté de Nantes. Et l'année dernière, donc durant notre 3e année, nous avons réalisé un travail de recherche faisant partie intégrante de notre master biologie santé. Donc nous avons travaillé sur qui sont les patients experts intervenant auprès des étudiants en santé
Et pour cela, nous avons réalisé une revue de la littérature caractérisant leurs interventions et évaluant leurs actions. Alors, pour remettre un petit peu les choses rapidement dans leur contexte, il faut savoir que ces dernières années, donc on est passé d'une approche qui était au départ plutôt paternaliste à une approche qui a été dite centrée patient, et maintenant on est plutôt sur donc le patient partenaire de soins. Il faut aussi savoir qu'au cours de notre étude, on s'est très rapidement rendu compte qu'il n'y a pas de consensus en fait, autour d'une définition de ce qu'est un patient expert. Donc nous, on s'est dit que pour nous, un patient expert, c'était un patient qui était expert de son expérience maladie, mais également du système de santé. Et certains de ces patients experts vont intervenir auprès des étudiants en santé. Donc du coup, nous, on s'est focalisé sur ces patients experts qui interviennent auprès des étudiants en santé. Pour ce faire, on a déterminé deux objectifs de notre travail. Donc, le premier était d'analyser les différentes modalités d'intervention de ces patients experts auprès des étudiants et également de déterminer les différentes modalités d'évaluation de ces interventions, c'est-à-dire comment ont été évalués ces enseignements et qu'est-ce qui en a été déduit. Donc on a réalisé une revue narrative de la littérature, on a utilisé plusieurs bases de données, principalement PubMed, mais également, donc, comme vous pouvez le voir, Kern, JSTOR, Google Scholar, Isidore, Eric et Sudoc. Pour PubMed, donc, on a créé un algorithme donc, que vous pouvez voir là, qui se divise en deux grandes parties. Donc une première partie dans laquelle on retrouve tous les synonymes de patients experts et une autre partie dans laquelle on retrouve des mots-clés donc en relation avec l'éducation des étudiants en santé. Notre plus vieil article date de 1980 et donc notre étude s'est terminée en avril 2018. Ensuite, à partir de l'ensemble des articles que nous avons récoltés, nous avons mis en place des critères d'inclusion et d'exclusion afin de mieux sélectionner nos articles et donc d'avoir plus de pertinence. Donc, concernant les critères d'inclusion, nous voulions absolument des étudiants en santé avec un patient malade, actif, promoteur de son message. Et donc, il y a un véritable échange entre le patient et l'étudiant. Et enfin, tout pays, toute langue et tout format étaient acceptés. Concernant les critères d'exclusion, nous ne voulons pas de patients simulés et passifs. Nous ne voulons pas une absence du terme patient expert ou de ses synonymes dans l'étude. Lorsqu'il y avait absence d'action ou de programme précis, lorsqu'il s'agissait d'une revue de littérature. Et enfin, un critère d'inclusion supplémentaire qui était l'absence d'évaluation qui permettra de faire une deuxième sélection de nos articles. Donc, pour récolter les informations trouvées dans les articles, on a construit deux tableaux. Donc ça, c'est le premier tableau qui permet de répondre au premier objectif, donc à savoir donc, la description des patients experts qui interviennent dans la formation des étudiants en santé et la description de leurs interventions. Donc ce premier tableau, il se découpe en 6 grandes parties. Donc d'abord, on a voulu savoir dans quel pays ça se passait. Ensuite, on a essayé de chercher à donc, caractériser qui étaient ces patients, donc avec plusieurs sous-parties. On a cherché également à caractériser les interventions qu'ils réalisaient, avec plusieurs sous-parties. On a cherché à savoir à qui ça s'adressait. Donc voilà, là encore, on retrouve plusieurs sous-parties. On a cherché à savoir dans quelle structure avait lieu l'intervention. Et enfin, on a cherché à savoir quels mots étaient utilisés par l'auteur pour décrire le patient expert. Ensuite, voici le deuxième tableau permettant de répondre à la deuxième question d'étude qui concernait donc les modalités d'évaluation de ces interventions. Donc le tableau, il est construit de la même façon qu'un article de recherche avec objectif, méthode et résultat. Donc l'objectif, c'est quelle est l'hypothèse de cette étude. La méthode, c'est comment s'est déroulée cette évaluation. Et les résultats, ce sont l'ensemble des résultats qui ont été obtenus suite à ces études. Donc nous passons au niveau des résultats. Donc nous sommes partis des 116 articles. Ce sont l'ensemble des articles que nous avons pu récolter au niveau des bases de données. Et ensuite, donc nous avons fait une sélection progressive avec tout d'abord une lecture des titres, puis une lecture des résumés et 2 lectures en texte intégral qui se sont faites en double aveugle. Donc la première lecture en texte intégral, nous obtenons 39 articles et donc cela permet de répondre à la première question d'étude donc avec le premier tableau.
Et ensuite, donc, d'où s'ajoute le deuxième critère d'exclusion, qui était l'absence d'évaluation, parce que sinon je ne pouvais pas répondre à la deuxième question concernant les modalités d'évaluation. Nous avons refait une lecture en texte intégral pour obtenir 31 articles. Donc, toujours dans les résultats. Donc là, c'est donc les résultats sur la première partie, le premier objectif, à savoir les modalités d'intervention des patients experts. Donc, au niveau des patients experts, donc on a cherché à savoir, comme je disais tout à l'heure, qui sont-ils. On a remarqué que c'est plus souvent des femmes, donc le sexe ratio est de 2 pour 1. Donc ces patients experts sont le plus souvent atteints de maladies musculo-squelettiques, mais on retrouve également des patients atteints de sida ou bien de cancer. La plupart de ces patients ont reçu une formation avant leurs interventions, et ils ont été recrutés en fonction de 3 grands pôles, donc déjà leur motivation, également la présence de signes cliniques évidents et stables dans le temps, et également en fonction de leur capacité de communication. Donc, concernant les destinataires de l'intervention, donc on s'est rendu compte que ça concernait toutes les disciplines. Donc ça pouvait être des étudiants en médecine, en dentaire, en ergothérapie et autres. Ça concernait également tous les niveaux d'études, principalement de la 2e à la 4e année de leur cursus respectif. Et ces interventions avaient lieu principalement en petits groupes. Concernant donc toujours ces interventions, les patients parlaient le plus souvent donc, de leur vie avec une maladie chronique. Voilà, ils racontaient leur expérience, et où parfois ils montraient donc, un examen clinique type en rapport avec leur pathologie. Donc, l'objectif de ces interventions, c'était principalement l'apprentissage, donc apprentissage de la vie d'un patient avec une maladie chronique ou d'un examen clinique type. Et parfois, ça pouvait être également, ça avait également parfois pour but d'évaluer les étudiants. Ça a été fait en fonction donc ces interventions ont été faites en fonction de 4 grandes méthodes. Donc, soit la narration de l'histoire clinique du patient, soit la stimulation de la réflexion sur certains sujets, soit le partage de la perspective patient, ou bien la résolution de problèmes issus de la vie professionnelle des étudiants. Concernant les modalités des interventions, le patient pouvait être seul ou parfois accompagné, et ça avait lieu en université principalement et parfois à l'hôpital. Ensuite, concernant les modalités d'évaluation, donc l'objectif principal de ces études était de déterminer l'efficacité de cet enseignement fait par le patient expert par rapport aux enseignements faits en cours facultaire standard, mais également d'analyser l'acceptation et l'impact sur les étudiants eux-mêmes d'être informés par un patient, et le patient lui-même, comment il vit cet enseignement. Donc, population évaluée, c'était étudiants et patients, et au niveau des types d'études, c'était quantitatif et qualitatif. Donc, concernant les résultats issus des étudiants, il a été constaté que les compétences obtenues par les étudiants étaient à la fois supérieures ou équivalentes au groupe contrôle. Donc, le groupe contrôle, ce sont les étudiants ayant reçu le cours facultaire standard. Ensuite, ils ont apprécié l'authenticité et l'intimité de ces enseignements, mais également l'environnement sécurisant, puisque le patient expert ne faisant pas partie du corps professoral, il se sentait plus à même de faire des erreurs et de poser des questions. Enfin, ils ont quand même ajouté cette remarque comme quoi les connaissances médicales des patients experts étaient limitées face à celles des enseignants. Ensuite, du point de vue des patients, la majorité d'entre eux ont décrit ces enseignements comme une expérience positive qui leur ont permis une réflexion sur soi, une affirmation de partager des savoirs, mais également de pouvoir transformer leur maladie en éléments utiles. Toutefois, une minorité des patients experts l'ont vécu de manière négative, avec un sentiment de vulnérabilité et de ne penser seulement et toujours à leur maladie. Donc pour conclure, le principal point faible de cette étude, c'est que c'est une revue narrative de la littérature. Il faut savoir donc, que le patient expert, on a pu constater que c'était une véritable valeur ajoutée en termes de communication, de respect du patient, mais également d'apprentissage d'un examen clinique type. Il faut également
toujours avoir en tête que les cours facultaires standards offrent une formation théorique précise qui reste indispensable. Et donc on a pu remarquer que ces deux types d'enseignement sont complémentaires. Et également au travers de cette étude, comme j'avais dit au départ, on a remarqué qu'il n'y avait pas de réel consensus autour du terme patient expert et autour de la définition d'un patient expert. Et nous, on trouvait que le terme patient expert formateur, c'était plus juste, plus adapté à leurs différentes missions. Voilà, merci pour votre attention. Alors, dernière communication, c'est Jean-Christophe Weber. Se former au contact des patients, que faire de leur expérience? Oui, merci. Que faire de leur expérience, c'est-à-dire quel savoir tirer de leur expérience, mais non pas dans le cadre d'un enseignement circonscrit, mais dans le cadre de la rencontre médicale, c'est-à-dire au ras de la pratique. Et c'est aussi une pratique pour les étudiants, puisque dans les stages, à partir de la 4e année, ils fréquentent beaucoup de patients. C'est-à-dire qu'on peut étendre l'idée du patient formateur en dehors de la partie réservée à l'enseignement et voir ça dans les stages ou dans la pratique clinique ensuite. Alors, on vit une époque curieuse. Les médias nous distillent soigneusement l'idée que l'expérience du médecin ne pèse pas bien lourd face aux données massives qui sont moulinées par des algorithmes. Et d'un autre côté, l'expérience vécue du malade a, elle, plutôt le vent en poupe. Dans un marché de l'information de moins en moins régulé, toute opinion individuelle est susceptible de faire autant de bruit qu'un avis scientifique, puisque toute opinion vaut savoir. Alors, lorsque Madame A, âgée de 62 ans, qui traitait de longue date par les mêmes médicaments pour plusieurs maladies chroniques, me déclare récemment avoir compris que c'est le lévothyrox qui était responsable de l'inconfort digestif ressenti 45 minutes après la prise des médicaments du matin, je peux m'étonner de son aplomb, lui rappeler qu'elle prend aussi d'autres molécules, dont certaines sont connues pour entraîner des effets digestifs. Non, c'est le lévothyrox. J'en suis sûr, je le sens, et en plus à la télévision, ils l'ont dit. De fait, vous savez que 17 000 effets secondaires ont été rapportés à l'ANSM en quelques mois, que 500 000 Français ont abandonné la nouvelle formule du médicament et que 4 113 patients ont intenté un procès au laboratoire Merck. Donc, du côté des big data, le nombreux s'affiche comme garantie de vérité et ringardise l'expérience individuelle du clinicien, et de l'autre, le nombreux avalise l'expérience du patient individuel qui éprouve dans son corps des sensations inhabituelles imputées ici aux modifications de fabrication du médicament. Bien sûr, il y a deux significations différentes et distinctes du mot « expérience ». D'un côté, l'expérience acquise par une pratique assidue, et de l'autre, l'expérience vécue au sens où l'accent est mis sur l'éprouvé, en allemand « Erlebnis », sur un vécu en quelque sorte passif. Mais que peut-on faire de l'expérience vécue? Est-ce qu'on peut la balayer comme ça d'un revers de manche avec une moue de dédain? Quel savoir peut-on éventuellement en dégager? C'est bien sûr une des questions soulevées par la notion de patient expert, mais plus largement, c'est la question de ce que le praticien peut attendre comme effet de formation et d'instruction des patients qu'il rencontre. Dans un sens, si on admet avec Canguilhem, par exemple, que la maladie de l'homme malade n'est pas la maladie anatomique du médecin, mais que le concept adéquat de maladie, c'est la maladie du malade, et par conséquent que ce sont les malades qui jugent le plus souvent s'ils ne sont plus normaux ou s'ils le sont redevenus, alors cette expérience vécue, cette Erlebnis, pourrait être la source fondamentale de l'expertise du patient, ou du moins sa toile de fond. Mais il y a quand même une difficulté, car l'Erlebnis apparaît fragile si elle nécessite d'être interprétée avec l'aide d'un autre, et je cite à nouveau Canguilhem, « Mon corps s'annonce à moi-même par des symptômes dont le sens ne m'est pas clair. Mon médecin, c'est celui qui accepte de moi que je vois en lui un exégète avant de l'accepter comme réparateur. » Si on ne peut pas affirmer
C'est vrai parce que je l'éprouve, parce que je le vis. Peut-on réellement faire de l'ère Leibniz du patient le noyau dur de son expertise? On a tendance aujourd'hui à hypostasier l'expérience vécue. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir le programme hebdomadaire des émissions télévisées. Or, si nous sommes convaincus de son caractère indiscutable, ça favorise l'image selon laquelle il y aurait quelque chose de décrit là par l'expérience vécue que, je cite Wittgenstein, nous seuls voyons et non les autres, quelque chose qui pour nous est proche et toujours accessible, tandis que cela est caché aux autres, et pour tout dire, quelque chose qui gît en nous et dont nous pouvons prendre conscience en regardant en nous-mêmes. Néanmoins, ce concept d'expérience vécue, c'est toujours Wittgenstein, eh bien, avec ce concept, nous nous figurons que nous prenons pied sur la terre ferme de l'origine, plus profond que toutes les méthodes d'investigation, et en réalité, ce terme a une signification floue au plus haut point. Il se rapporte en fait à une quantité énorme de cas spéciaux. Cela ne les rend pas plus fermes, cela les rend seulement plus fuyants. Fin de citation. Mais même si ce mythe de l'intériorité n'est pas si solide, on peut reconnaître toutefois qu'avec Canguilhem qu'il est impossible d'annuler dans l'objectivité du savoir médical la subjectivité de l'expérience vécue du malade. Il appartient en effet aux cliniciens de reconnaître la primordialité, et là c'est Lacan, c'est plus Canguilhem, la primordialité dynamique et l'originalité de cette expérience par rapport à toute objectivation d'événements. Eh bien alors, comment avancer à partir de cette tension entre d'un côté la vérité de l'expérience vécue, avec son critère de certitude intime, d'épreuve, un critère d'épreuve pour la connaissance, par exemple la connaissance de type mystique, ce critère aussi d'évidence qui se donne à soi, fondement de la spéculation philosophique, et d'un autre côté, un savoir, ou plutôt une visée d'exactitude, si on prend comme critère un critère de solidité scientifique. Alors, pour l'instant, allons un peu plus loin par le truchement d'un autre moment de consultation. C'est un homme de 62 ans qui a une voix chargée d'émotions, des yeux embués de larmes et qui avoue qu'il lui arrive tout et n'importe quoi, que son corps est en train de se transformer. 3 mois auparavant, la 3e phalange de ses 2 index est devenue rouge et sensible, et puis ensuite tout est allé à volo avec des douleurs erratiques dans d'autres articulations des mains, des œdèmes des jambes et des cuisses, l'impression que l'os du poignet et l'extrémité interne de la clavicule devenaient plus saillants, etc. Sa navigation sur la toile, je n'ai pas pu m'en empêcher, dit-il, l'a projeté dans des sphères assez effrayantes où, entre maladies auto-immunes et rhumatisme corrosif, son avenir s'inscrivait du côté de l'invalidité et des déformations corporelles. Et ce qui me frappe dans son discours, c'est pas tant la profusion de détails qui rend ses descriptions symptomatiques très précises, mais le léger doute qu'il formule à plusieurs reprises. Je ne suis pas sûr que ce que je ressens, ce soit vraiment une douleur. Lorsque l'ère Leibniz a comme chambre d'écho les réseaux sociaux et les médias, la rationalité est priée de céder le pas, et il serait relativement aisé pourtant de tester l'hypothèse qui fonde cette croyance. Mais la patiente dont j'ai fait mention, elle n'en veut rien savoir. C'est-à-dire qu'il y a une invulnérabilité proclamée de l'ère Leibniz qui est la source d'un grand nombre de malentendus et de fâcheries entre les malades et les médecins. Mais le patient, l'autre patient, il donne à entendre tout autre chose. Il a des perceptions suffisamment précises pour nourrir un récit détaillé, et pourtant il doute encore de leur statut, c'est-à-dire de leur position sur l'échelle de réalité. Le doute ne porte pas sur la signification, sur l'interprétation de la perception, il porte sur la perception même, presque sur la sensation brute. Là où la douleur peut servir d'indice de réalité, pince-moi pour que grâce à la douleur je m'assure de ne pas rêver, ici c'est la réalité de la douleur qui est remise en cause. Comment s'assurer qu'on n'a pas rêvé la douleur? Est-ce qu'on pourrait dire « réveille-moi pour que grâce à la veille je m'assure de n'avoir pas mal ». Ici, la vulnérabilité de l'expérience se situe au ras de la perception. Alors, est-ce qu'on peut éviter de se précipiter dans la réponse affirmative à ce qui est encore une question? La question, c'est est-ce que j'ai mal?
La question, elle contient, au titre des possibilités qui sont ouvertes, à la fois l'actualité de la douleur et son absence. Platon disait déjà que l'imagination du vivant parlant était faite d'un mélange de sensations et d'opinions. Elle conjoint la perception immédiate de la douleur et le contenu sémantique de l'énoncé « j'ai mal ». Mais il y a une distance qui sépare l'état de choses qu'on vit et l'énoncé qui en rend compte. Et cette distance n'est pas manifeste dans l'énoncé affirmatif « j'ai mal », mais elle l'est dans la négation « je n'ai pas mal », comme dans la question « est-ce que j'ai mal ?» Cette distance, elle ouvre le champ de toutes les opinions, de tous les jugements. Et le point délicat qu'il faut remarquer est que dans nos expériences vécues, dans nos Erlebnisse, nous ne pouvons plus remonter en arrière jusqu'à la perception prélinguistique. Notre imagination a toujours affaire au mélange inextricable de sensations brutes et de langage. Et par conséquent, toute emprise idéologique qui remplit le champ de l'opinion va se répercuter sur l'expérience elle-même. Autrement dit, il n'y a pas d'expérience originaire qui ne soit pas contaminée par le langage et donc par l'opinion. Est-ce que je supporte le lévothyrox ? La rumeur publique fait pencher pour la négative. Alors si le malade n'est pas protégé par son Erlebnis de devenir sophiste quand il interprète l'ensemble de ses expériences, il est commun d'admettre d'un autre côté que le médecin, quand il est malade, ne parvient pas bien à être son propre médecin. C'est donc qu'il n'est pas automatique de passer de l'Erlebnis, de ce qu'on vit, de ce qu'on éprouve, à une connaissance utile. Quel savoir tirer alors, en particulier dans le cadre de la rencontre médicale ? Vous annoncez 5 minutes, c'est ça ? Il me reste plus que 5 minutes. Un premier élément de réponse serait de subvertir la question et de dire que la description de l'expérience vécue n'est pas à juger comme un énoncé qui serait vrai ou faux, mais qu'elle est à entendre comme une narration, une mise en récit, comme on raconte un rêve. L'expérience vécue est marquée par l'incertitude, et c'est la vérité qui est la valeur qui y répond, et non pas les canons de la scientificité. Autrement dit, si le patient se trompe éventuellement dans son opinion sur en quoi et comment il est autre, ça ne signifie pas qu'il se trompe en disant qu'il se sent autre. Et faute de faire la distinction, on est très embarrassé devant des phénomènes comme ceux de la crise du lévothyrox. Mais entendre le récit de l'expérience comme une narration ne peut pas suffire pour la pratique médicale. Une chose est de reconnaître le sujet de l'expérience, sa légitimité. Autre chose est d'identifier la nature du mal qui l'a poussé à consulter, et le récit de l'expérience, même reconnu à la dignité d'une auto-narration, une narration de soi, ne fournit pas à tous les coups un savoir utile pour le diagnostic. Est-ce que le devenir expert est une autre piste pour penser le gain de savoir de l'expérience vécue ? Je crois qu'il en a été beaucoup question. Donc je passe, oui bien sûr. Et la confiance trouve ici un de ses emplois. Parce que si le malade est en défiance vis-à-vis du médecin ou en excès de confiance vis-à-vis de ses propres constats, les deux attitudes étant souvent associées et ne pouvant que se renforcer l'une l'autre, alors les deux interlocuteurs manquent de s'instruire tour à tour. Ce qui signifie ceci, ils manquent de s'adresser tour à tour des objections recevables dans la quête commune d'une connaissance plus adéquate. Que l'Erlebnis du malade puisse objecter au savoir du médecin, ce qui signifie en révéler la part de préjugés et de croyances qui accompagnent habituellement toutes nos connaissances scientifiques. Ceci ne se réalisera que si le médecin ne s'en trouve pas déstabilisé et ne se sent pas menacé, ce qui signifie aura suffisamment médité pour lui-même ce que veut dire agir dans un monde incertain. Mais réciproquement, que l'expérience du praticien puisse objecter au savoir du malade, ce qui signifie peut lui indiquer quelle prémisse a été omise dans son raisonnement, ou quelle autre signification possible son expérience vécue rapportée peut receler, suppose aussi un préalable, c'est que le médecin ait reconnu au malade fondamentalement la place, le statut, le pouvoir, le rang, la dignité de celui qui affronte les périls et auprès duquel il est uniquement le thérapone, c'est-à-dire le serviteur écuyer. Ce point est important car on se méprend sur le sens du pouvoir et de la domination quand on critique souvent à bon droit le paternalisme. C'est parce qu'il est au service du malade que le médecin doit s'autoriser à faire l'analyse critique de ses expérimentations, non pas dans le but de les négliger ou de les mépriser, mais dans celui de les affiner,
de les consolider par des contre-expériences. Ce n'est pas respecter le malade que de faire accroire qu'on les avalise sous prétexte que ce que dit le malade ne doit pas être remis en question au motif que sa vérité lui appartient en propre. Eh bien, cette direction d'une instruction mutuelle est la seule, à mon sens, qui peut permettre au patient de prétendre à une expertise de sa vie avec la maladie qui dépasse la simple description de situations vécues et de perceptions pour viser le niveau de l'explication. En effet, les expérimentations effectuées par un malade, par exemple les stratégies de contournement des effets gênants des médicaments, peuvent aboutir par chance à une solution satisfaisante, mais si la raison n'en est pas connue, cette solution ne pourra probablement pas être reproduite de façon intelligente par d'autres malades confrontés à d'autres configurations, et sa reproduction dans des situations ultérieures par le même malade qui l'a mise au point peut bien s'avérer inutile si la difficulté à résoudre n'est pas la même. Eh bien, il me restait encore le point le plus important sur l'expérimentation, mais mon temps est terminé. Alors, je m'arrête là. Merci. Bon, vous pourrez toujours essayer de recaser ce que vous n'avez pas dit dans la discussion. Habilement, parfois c'est une solution. Vous avez annoncé 20 minutes par un mail il y a quelques jours. C'était une grave erreur, parce que là, si ça avait été 20 minutes, il serait resté 5 minutes de discussion pour les 4 interventions, ce qui était pas... Voilà, mais c'est pas grave. Donc là, on a beaucoup de temps pour discuter maintenant. Est-ce qu'il y a tout de suite une question dans la salle ? Vous n'allez pas me faire le coup de ne pas poser de questions alors que j'ai été vraiment très méchante avec les présentateurs. Bon, pendant que vous réfléchissez, moi je vais en poser une. Déjà une toute petite question tout à l'heure. Vous avez dit en dépouillant les articles à propos des patients que la plupart des patients avaient reçu une formation. Et j'ai été étonnée de vous entendre dire la plupart et non pas tous, puisque dans tout ce que j'ai pu lire dans la littérature sur les patients experts, c'était en général, c'était toujours des gens, pour s'appeler patient expert, il fallait avoir reçu une formation, être passé par l'éducation thérapeutique du patient. Donc j'aurais aimé un éclaircissement là-dessus. Alors pour ce qui est de l'éducation thérapeutique du patient, il y a le plus souvent une formation, mais là, du coup, nous, on ne s'est pas intéressé aux patients qui interviennent dans l'éducation thérapeutique du patient. Oui, c'était les patients experts auprès des étudiants en santé. Et nous, dans les articles qu'on a vus, dans plus de la moitié des articles, dans un peu plus de 50%, on parlait clairement d'une formation. Dans un certain nombre d'articles, en fait, c'était pas précisé, donc nous, on ne pouvait pas se permettre de dire qu'il y en avait une parce que c'était nullement mentionné dans l'article. Et dans certains, les patients n'avaient pas reçu de formation du tout, et c'était des médecins en fait c'était des patients en fait qui étaient dans le service du praticien qui faisait son cours et qui leur avait proposé de venir parler juste de leur expérience de la maladie à un groupe d'étudiants réduit. Donc Est-ce que dans ce cas-là, ils ont le statut de patient expert ? Les auteurs, en tout cas, les avaient appelés tels quels. Dans les articles qu'on a lus, ils étaient décrits tels quels, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on disait qu'il n'y avait pas de consensus, que nous, on trouvait qu'il n'y avait pas de consensus, parce que les auteurs les appelaient tels quels, alors qu'effectivement, il n'y avait pas de formation, mais étant répertoriés tels quels par les auteurs, on a pris en compte les articles. Voilà. Je voulais poser une question à Alexandre. Je voulais savoir, par rapport aux ateliers de fin d'année de théâtre, d'éthique clinique, y a-t-il eu une évaluation de ces ateliers ? Ce sont deux activités différentes. Donc la soirée de théâtre, c'est une initiative personnelle pour se faire plaisir, qui est une stratégie de mobilisation aussi, parce qu'une fois que vous avez 250, 270 patients, ce que nous on appelle donc patients partenaires profil ressources, puisqu'on considère que dans notre cas, on ne parle pas de patients experts, on considère qu'on recrute des gens qui sont déjà patients partenaires de leurs propres soins. Parce que si on veut que ce soit des catalyseurs, des pratiques de partenariat dans les dispositifs d'enseignement, on considère, et c'est un pari, c'est une hypothèse pédagogique qu'on essaie de valider, qui est de dire on pense que ça prend des gens qui sont déjà partenaires de leurs propres soins, qui arrivent à créer les conditions du partenariat dans leur propre cheminement de soins avec leurs proches ou avec eux-mêmes. Donc on dit nous, patients partenaires, et ensuite on forme des profils. Donc nous, quand on parle de formation, ça va être formation à
intervenir dans un dispositif d'enseignement. Donc patient partenaire profil formateur, après on a des patients partenaires profil ressources, qui sont dans des comités de gouvernance, dans des comités d'amélioration continue de la qualité ou de la sécurité des soins. Donc la soirée théâtre, c'est pour mobiliser la communauté des patients partenaires profil formateur, et pour réaliser d'autres activités à côté, puis pour s'assurer qu'ils puissent aller sur différents mandats, et puis qu'il y ait une forme de sentiment d'appartenance à ce projet plus large que juste celui de notre groupe. En termes d'évaluation, donc la soirée on ne l'évalue pas, c'est juste, comme je dis, c'est pour le plaisir. Pour les ateliers en tant que tels, la seule évaluation qui est faite, c'est la classique que nous demande la faculté de médecine, c'est est-ce que les enseignants, donc les internes et les médecins considèrent qu'il y a une plus-value à la présence des patients partenaires profil formateurs comme partenaires d'enseignement, et à la fois si les étudiants, eux également, considèrent qu'il y a une valeur ajoutée de les faire participer dans ce genre d'atelier d'éthique clinique. Donc pour moi, ça c'est quand même assez basique, mais c'est ce qu'on nous demande quand même chaque année, et de ce fait-là, depuis 4 ans et demi, enfin là, ça va être la 5e année cette année qu'on le fait, ça a toujours été reconduit parce qu'il y a des taux relativement élevés. La première année, on s'est un peu planté, parce qu'on a été un peu trop loin, et on avait on a demandé aux étudiants de faire des figurines corporelles. On va dire que le rapport au corps des étudiants en médecine de ces années-là n'était pas encore suffisamment développé pour qu'ils soient capables de se toucher les uns les autres, c'était un peu trop leur demander, ce qui fait qu'il y a eu des réticences assez majeures et une pétition pour sortir les patients formateurs de la faculté de médecine. Donc, en termes de transformation organisationnelle, il faut toujours voir jusqu'à où on peut aller. Cette année-là était un peu trop poussée, mais les années d'après, on s'est ajusté, et on est passé par les approches narratives qui permettent une certaine distance par rapport au réel, comme ça on peut écrire sur un papier, c'est moins dangereux. Mais ça nous indique quand même certaines choses, quand même, par exemple par rapport aux étudiants en médecine, sur leur rapport au corps, et l'impact de ce matin, ce qu'il disait, de la différence entre des étudiants en médecine qui rentrent à 17 ans ou 18 ans en médecine, versus, comme en Amérique du Nord, beaucoup des gens qui ont fait déjà 3-4 ans d'études universitaires, et qui arrivent donc avec un âge moyen de 3-4 ans supérieur, voire plus, parce qu'il y a une plus grande diversité socio-ethnique, socio-économique également, et surtout on a un degré de maturité, et notamment d'expérience corporelle, plus important. Ce qui fait que ça change le degré de maturité dans certaines pratiques. Donc il y a ces évaluations-là, plus les dernières qui sont les nôtres, et nous on fait des projets de recherche dessus pour voir si ça change les compétences réelles des étudiants, mais ça reste 3 dispositifs de quelques heures, donc même si on est sur toutes les années, c'est pas suffisamment significatif pour nous en termes de nombre d'heures pour être capable de voir si c'est cette variable-là qui change une trajectoire de compétences évaluée sur une année au complet. François ? Oui, j'ai 2 petites questions pour Alexandre Berkes. Vous avez fait allusion à des vignettes cliniques d'éthique médicale ou d'éthique clinique, je ne me souviens plus. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, premièrement? Et puis deuxièmement, vous avez mis beaucoup l'accent, il me semble, sur les stratégies, sur l'efficacité, etc. Mais je n'ai pas entendu parler, par exemple, de la connaissance de soi, du médecin, enfin de l'étudiant, ou par exemple de techniques ou d'exercices visant à faire prendre conscience à l'étudiant de leur biais cognitif, de leur tempérament, du fait qu'ils dégagent quelque chose dont ils ne sont pas forcément conscients et qui peut toucher, peut affecter le patient. Est-ce que la méthode de Montréal parvient à mettre en évidence ça, à faire émerger ça en tout cas? Alors, le modèle de Montréal en tant que tel ne se positionne pas là-dessus, c'est un fondement, il y a des postulats sur la nature des savoirs expérientiels de la vie avec la maladie et de leur importance, de leur nécessité de la mobilisation pour prendre une décision optimale en termes de soins. Et de ce fait-là, après, à partir de ce modèle de Montréal, on peut déployer des dispositifs pédagogiques, mais de ce fait-là, le modèle de Montréal ne se prononce pas là-dessus. Par contre, dans ces activités-là, ça va dépendre des formateurs. Ce n'est pas un des objectifs des ateliers d'éthique clinique. Okay, donc ça va dépendre des animateurs, comment ils animent et comment ils déconstruisent certaines des idées qu'ils vont voir. Il y en a plusieurs qui sont très équipés pour faire ça live, en direct, pendant les activités. Mais en général, ça se fait plutôt dans un cours qui est en première année, qui s'appelle Pluralisme des valeurs, et dans lequel on voit, en fonction du portrait socio-économique et socio-ethnique de ce qu'il y a à Montréal, quel type de réalité ils vont faire place au quotidien, et donc c'est quoi leur rapport à une femme voilée alors qu'ils ont été dans des milieux où ils n'ont absolument jamais vu de personnes musulmanes, etc. Ou autres, les classiques, c'est quoi leur rapport au positivisme, c'est quoi leur rapport à la neutralité, à l'objectivité, etc. Donc là, on va revenir sur ces notions-là. C'est un cours obligatoire qu'en première année, mais on s'entend qu'en termes de déconstruction et de pensée critique, c'est 3 heures dans un curriculum de 900 heures en première année, donc c'est clairement pas suffisant. Mais la place du patient partenaire, profil formateur, c'est un défi aussi important
que celui des SHS, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grandes portes ouvertes non plus, donc on y va actuellement, on est à peu près une centaine d'heures de formation sur sur les 5 premières années, ce qui est quand même déjà relativement intéressant, mais ça ne change pas les 900 heures x 5 associées. Et un exemple de vignette d'éthique clinique, c'est simplement chaque étudiant qui écrit au jeu « J'ai été pris dans telle situation, voici comment je l'analyse, voici ce qui s'est passé, voici comment j'aurais pu faire autrement ». Donc c'est vraiment une situation clinique réelle, vécue, sur laquelle ils l'analysent en termes éthiques et ils mettent en lumière les tensions qu'il y a eu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne un portrait annuel de ce qui est vécu en milieu de stage par tous les étudiants. Donc en fait, on adapte même les ateliers, les thématiques en fonction d'un sondage qu'on fait 3 mois avant et on essaye de voir c'est quoi les situations qui sont les plus fréquemment vécues par les étudiants et on fait les ateliers sur ces thématiques-là, les réseaux sociaux, etc. Luigi Flora, donc je suis patient, chercheur, et j'ai beaucoup participé à la transformation qui a lieu à Montréal. Aujourd'hui, je suis au centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public de Nice, la faculté de médecine de Nice. Et donc, je disais qu'on a quand même quelques ateliers cadres, quand même, comme on a un atelier qui est Pouvoir et Sarreau, où on questionne quand même la position du médecin, et donc c'est quand même un travail de réflexivité, même s'il repasse après par ces vignettes de vécu des étudiants. Et puis on a aussi tout l'atelier sur le dévoilement. Qu'est-ce qu'on dévoile dans le cadre d'une relation quand on rentre dans une relation de soins et qu'on est médecin, et si on ne réfléchit pas à ça, et je trouve que c'est quand même des manières d'aller chercher un peu la connaissance de soi par rapport à comment on se comporte, à son métier dans la relation de soins, quoi. En français, juste pour Pouvoir et Sarreau blanc. En fait, Pouvoir et Sarreau blanc, donc c'est pouvoir et blouse blanche, en gros. Donc c'est de leur faire prendre conscience de l'impact de porter une blouse blanche et un stéthoscope quand on se balade dans des couloirs, quand on se fait appeler médecin alors qu'on ne l'est pas encore, est-ce que je le dis, que je ne le suis pas tout à fait, etc. Donc il y a un atelier de 3 heures de déconstruction de ces idées-là aussi, également. Merci Luigi. Oui, je vais peut-être me faire un peu avocat du diable parce que j'ai toujours un peu peur des consensus ou du fait qu'on soit trop vite d'accord et que le semblant d'accord masque des enjeux importants. Je dis ça parce que je m'appuierai sur ce que vous disiez à un moment donné, Baptiste Chetaille, vous disiez le patient expert fait partie de l'équipe. Ah oui, alors. Et j'avoue que j'espère qu'il ne fera jamais partie de l'équipe. Alors je dis ça parce qu'il me semble que ce qu'a apporté notre collègue Jean-Christophe Weber est extrêmement important. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il ne faudrait pas que donner sa place de plein interlocuteur aux patients fasse de nous des semblables et détruise la dissymétrie qui existe fondamentalement entre les interlocuteurs et les protagonistes de la scène. Et une dissymétrie qui est importante, parce que c'est le fait qu'il n'y a pas une seule scène narrative, pas une seule scène de vécu, pas une seule scène psychique, mais que je dirais presque ce qui est en jeu, c'est là où j'aimais bien le mot que vous employez d'instruction, c'est que tout à coup, en écoutant le patient comme le patient en écoutant le soignant, se rendre compte d'abord que le premier interlocuteur étranger, c'est soi-même. C'est soi-même et que finalement, on ne sait pas toujours ce qui nous arrive, comment le penser, et qu'il y a à ce moment-là ce passage par l'étranger qu'est l'autre, pour avoir affaire à sa propre étrangeté et pouvoir commencer à la penser en dehors d'un primat de l'asymétrie ou d'un primat du vécu. Et je crois que c'est extrêmement important parce que si on n'arrive pas dans cette chose-là, on ne sera pas dans le fait qu'il y a des incommensurables, des expériences et des pratiques, qui n'est pas au sens d'idéaliser l'expérience, mais qui sont là où on peut travailler. Il y a des co-chercheurs, mais pas dans la même équipe exactement. Enfin, c'est une question, il me semble que c'est extrêmement... C'est une question. Moi, là, je l'évoquais, en fait, Ouais. Oui. C'est une question... moi, je l'ai évoqué, c'est la théorie que j'ai évoquée là. C'est délicat parce qu'effectivement, moi, là où ça m'a interrogé, cette histoire de partenaire de soins, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais des étudiants en orthophonie qui refusaient clairement certaines prises en charge, dont les personnes laryngectomisées. Et je me suis dit, là, on passe à côté de quelque chose. Il n'y a clairement même pas de relation qui est possible, en fait. Donc,
il me semble que j'ai peur de me tromper. Il me semble que le concept de partenaire de soins, c'est de l'inclure, en tout cas, du mieux possible dans les problématiques que ça soulève. C'est-à-dire, moi, je vois la laryngectomie totale, par exemple, vu que je vous parlais de cette situation-là, s'interroger sur comment est-ce que vous allez rentrer chez vous, comment est-ce que l'entourage... comment est-ce qu'on leur en parle, en fait, de la maladie, comment est-ce qu'on les implique dans le soin. Pour moi, là, c'est déjà rendre le patient partenaire, en fait. Faire rentrer le patient dans l'équipe, dans les équipes soignantes, c'est le degré suprême, en fait, de ce concept-là. Je ne sais pas concrètement comment il peut être mis en place et si c'est possible, en fait. Mais voilà, moi, je suis pas vraiment spécialiste d'un point de vue théorique de tous ces concepts-là. Je suis avant tout orthophonique, donc s'il y a quelqu'un qui peut répondre peut-être plus précisément. En attendant, je peux faire un boom. Je vais en profiter, moi, pour rajouter un petit quelque chose, justement sur cette question de l'expérience. Et c'est une question qui me venait justement en écoutant Jean-Christophe Weber, qui me semble très importante. C'est qu'est-ce qu'on entend exactement par expérience? Parce qu'on parle souvent de l'expérience du patient, mais on parle aussi de l'expérience du médecin. Au-delà de ses connaissances, de son savoir académique, de sa formation, il y a son expérience, qu'il a lui aussi vécu des heures et des centaines d'heures avec des patients lors des examens cliniques. Et pourtant, on ne met pas la même chose dans la notion d'expérience du patient et l'expérience du médecin. Et donc, ça complète un peu la question que tu poses, effectivement. On n'est pas exactement sur les mêmes registres dans les deux cas. Pour répondre à la première question, j'ai quand même toujours l'impression qu'on prend la question du mauvais bord en termes d'encastrement. C'est pas de se demander... Le problème, c'est d'inclure le patient. En fait, ça devrait être le patient qui se dit comment j'inclus mon professionnel de la santé. C'est de l'autre sens. C'est la société qui se demande comment le système de soins peut l'aider à prendre soin de lui. Mais pas au système de santé, c'est-à-dire comment le patient peut faire en sorte de mieux interagir avec moi. C'est un système qui doit répondre aux besoins légitimes d'abord d'une société et puis des individus qui la constituent. Donc la dissymétrie, elle est dans les deux sens. Il y a une dissymétrie du côté du professionnel qui n'a pas du tout cette expérience-là. Et en fait, au-delà on a toujours des questions sur valeur ajoutée, est-ce que c'est plus efficace? Mais quand on est sur le terrain du politique au sens large, c'est la question de la légitimité. C'est que si le patient en face, il n'a pas envie d'être diagnostiqué, même si ça me gratte, puis que j'aime ça, et puis que je suis curieux et que je veux savoir, ça me concerne. C'est sa décision. Puis même s'il a un cancer extrêmement simple que je peux traiter rapidement, mais qui me dit qu'il ne veut pas, et puis il va attendre que ça grossisse, et je trouve ça stupide du point de vue médical, ça ne me concerne pas non plus. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il prenne une décision éclairée là-dessus. Donc c'est de l'informer, c'est de ne pas de lâcher en disant « Ah, il a dit qu'il ne voulait pas, donc j'ai réglé, je suis plus responsable. » Ce n'est pas une déresponsabilisation non plus, mais de ce fait-là, cette question, quand on dit c'est une idée, vous avez raison de faire le poil à gratter, je suis le premier à le faire en général. Par contre, il n'y a pas du tout encore consensus. Je vais vous dire, dans n'importe quelle faculté de médecine, il faut ramer encore pour... Enfin, il faut ramer encore. Oui, la majorité du temps, il faut beaucoup ramer pour avoir des patients qui y participent. On le voit tout à l'heure sur les questions de la standardisation, parce que dès qu'on ramène l'intérêt du singulier, on vous dit, donc c'est pas standardisé. Donc on est entre les deux, entre les cas, on parle d'un universel et d'un singulier. Cette question après de l'expérience, nous justement, moi j'ai toujours fait la distinction dans mes interventions entre utiliser de manière rhétorique savoir expérientiel pour faire comprendre de manière rapide dans un débat que je parle des savoirs du patient, et après en rajoutant, oui mais les savoirs des cliniciens sont également expérientiels, ils les tirent bien de l'expérience, de son expérience de la vie. Et d'ailleurs, des professionnels de la santé peuvent être des patients partenaires profil formateur. C'est pas mutuellement exclusif. Mais c'est pour dire qu'il peut très bien avoir accumulé des savoirs en tant que professionnel, mais de cette là, ces savoirs expérientiels en tant que professionnel, c'est pas cela qu'on essaye, c'est ceux-ci qu'il mobilise à travers la relation de soins. Par contre, en face, les savoirs expérientiels du patient, c'est ceux qu'il va mobiliser lui-même de son expérience de soins, mais c'est pas des savoirs professionnels qu'on reconnaît au sein de l'équipe de soins. De ce fait-là, les savoirs sont les mêmes, sauf que le degré de légitimité au moment où on prend une décision pour la santé du patient, c'est pas les savoirs expérientiels du professionnel qu'on demande à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question de posture. Donc à chaque fois, nous on considère que tout le monde mobilise ses savoirs expérientiels, mais on considère que dans la question concernant la question des soins de Luigi, ces questions de santé, à ce moment-là, ces savoirs expérientiels de la vie avec la maladie ont une pertinence qui, au-delà de sa valeur ajoutée, de sa pertinence médicale, etc., qui existe quand on a des patients expérimentés, c'est surtout du point de vue de la légitimité de celle-ci dans ce cadre-là. Le professionnel est censé être complémentaire à ça,
mais sur un terrain qui reste celui de la société du patient. Donc les deux savoirs sont des savoirs expérientiels. Il n'y a pas de distinction là-dessus, et M. Weber a justement bien montré la différence entre, dès l'instant qu'il y a savoir communicable, il y a réification, chosification, travail de cette expérience par mes objets mentaux, par mes codes sociaux, etc. Donc je le dénature, ou je me l'approprie en fonction de mon cadre social. Et de ce fait-là, la question, c'est pas de savoir est-ce que les patients, ils travaillent ou pas leur savoir expérientiel, ils les mobilisent comment, c'est dire du côté des professionnels comment ils le font. Parce qu'on a l'impression que eux, c'est uniforme, et que du côté des professionnels, des patients, c'est uniquement singulier. Alors qu'eux-mêmes mettent leur dose de singularité dans cette exégèse dont ils parlaient. Les deux, on a deux exégètes en face, sauf que dans cette discussion-là, c'est l'autonomie du patient et c'est son projet de vie qui va déterminer la décision finale. Oui, non, je suis d'accord, mais du coup, ça pose quand même un problème sur le plan strictement conceptuel quand on parle d'expérience ou de savoir expérientiel. Si on est d'accord pour dire que ça n'est pas le même selon qu'on parle de celui du patient ou selon qu'on parle de celui du médecin, il y a un petit problème à utiliser une notion qu'on va très volontiers associer à la notion de subjectivité quand on parle du patient, mais pas quand on parle du médecin. Donc ça interroge vraiment ces notions même. Il me semble que pour que de l'expérience on tire un savoir, il faut se dégager de sa source, de la source contingente de cette expérience. Au début, c'est une expérience sans pensée, je dirais, et il faut arriver à penser la loi de son expérience. Bon, sans refaire tout le détour de la phénoménologie de l'esprit, il y a l'idée, moi l'idée simple, elle revient à dire il faut entrer dans une phase d'expérimentation. Et c'est là qu'on peut remettre en question, quand même. Si vous voulez, il me semble qu'à partir du moment où on hypostasie l'expérience vécue du patient, qu'elle est ininterrogeable, parce que c'est sa vérité, et finalement c'est une mauvaise conception, je crois, caricaturale, disons, de l'autonomie, finalement j'ai rien à dire, puisque c'est lui en dernier ressort qui est l'alpha et l'oméga, la décision. Certes, mais il n'empêche que pour que ça ait que ce soit quand même le respecter dans cette autonomie, il faut pouvoir passer, il faut que le patient puisse questionner cette expérience vécue, c'est-à-dire la remettre en question à la manière dont on teste une hypothèse. Et donc c'est une manière finalement d'entrer dans l'expérimentation au sens de l'expérimentation scientifique. Et c'est là peut-être qu'on peut arriver à rejoindre l'idée de l'expérience vécue du patient et l'idée de l'expérience qui s'accumule à force d'une pratique assidue. Pour moi, quand j'ai été malade, je n'ai tiré aucun savoir utile de mon expérience de malade. Donc j'avais tout ce qu'il fallait à disposition. Donc, et ce que j'attendais peut-être d'un médecin, c'était justement de pouvoir m'en défaire. Et il me semble que là, dans certains usages que je vois près de chez moi, donc je ne connais pas du tout les contextes dans lesquels vous travaillez les uns et les autres, mais que certains enrôlements de patients experts les confinent dans leur expérience de patient. Alors qu'il me semble que la visée du médecin, peut-être, c'est de permettre de se débarrasser de cette expérience. Je vais rajouter juste par rapport à ça, c'est que je pense que c'est important de dissocier le plan politique du plan scientifique. C'est-à-dire que de mon côté, je pense qu'il y a un objectif qui est de dire actuellement la dissymétrie est clairement pas au profit des patients et de leurs proches en général. Et que de ce fait-là, il y a une action à réaliser dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une reconnaissance de la pertinence, de la légitimité des savoirs expérientiels de la vie avec la maladie des patients qui ont une expérience, des usagers expérimentés des soins et de leurs proches. Pour au moins, on commence par ça. On affirme ce point-là. C'est comme si on disait j'affirme l'égalité homme-femme et on avance. Et après, on se pose la question de est-ce que c'est la discrimination positive qui est le meilleur mécanisme? Est-ce que c'est tel ou tel mécanisme? Et pour moi, ces questions après de phénoménologique, etc., sur le détail de la chose, elles sont essentielles et nécessaires, et c'est celles qui me passionnent d'ailleurs parallèlement à ces projets de déploiement. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'ils n'empêchent pas ou qu'ils ne soient pas
qu'on n'attende pas une réponse à ces questionnements avant de continuer. Je pense qu'il faut d'abord faire l'affirmation que c'est la direction dans laquelle il faut aller, puis qu'on s'assure après qu'on n'est pas en train d'instrumentaliser les patients ou de tomber dans le piège du libéralisme, de donner de l'autonomie à tout le monde, mais de ne plus pouvoir penser le collectif à partir de ça. Et que de cette là, justement, l'enjeu, c'est que dès qu'on parle de les savoirs expérientiels comme une forme de détachement, donc quelqu'un qui serait capable de rendre ça plus universel à partir du singulier, c'est que les professionnels de santé vont toujours se croire plus proches du fait de leur forte capacité d'abstraction et de leur fort niveau de littératie, plus outillés à, et dans leur lecture de ce qui se passe avec le patient et de leurs proches dans son milieu de soins, va toujours, de ce prisme-là, les trouver moins équipés que lui à ce niveau-là. Donc on risque de reproduire, parce de cette situation, cette asymétrie, on continue à la performer de cette manière-là. Et le deuxième, c'est que ce qu'on a mis en place à l'Université de Montréal comme formation permettant d'aller travailler l'expérience, c'est qu'on est parti de l'hypothèse qu'effectivement, on peut avoir, vous et moi, avoir la même expérience de vie avec la maladie, et avoir absolument pas tiré de savoir expérientiel, ce qu'on va appeler nous les savoirs expérientiels de la vie avec la maladie, et l'autre oui. Et la manière dont on l'explique, c'est que si vous et moi, là, on assiste à cette conférence et qu'il y en a un d'entre vous qui va dans le café en face, qui prend un papier blanc et qui, pendant 2h30, revient sur la conférence, il repense, il se dit « Tiens, qu'est-ce qu'il a dit lui ? Ça m'a interrogé là-dessus. » Puis il travaille le truc, là, et puis il essaye de voir c'est quoi les facteurs clés de succès auxquels il a pensé, les points qu'il interroge et qu'est-ce qu'il va faire. Puis que moi, je sors, je prends mon TGV pour Rennes, j'arrive chez moi, je vais chercher mes filles à la garderie, je m'arrête à Super U, je fais les courses pour ce soir, j'essaye de les coucher, mais je galère, et puis je me couche à 23h, je fais mes courriels jusqu'à 1h, je me réveille demain matin à 5h30 et je reprends mon TGV pour Brest. À votre avis, qui est-ce qui va avoir développé des savoirs expérientiels ou tiré quelque chose, on va sortir du terrain miné, tirer quelque chose de l'expérience identique qu'on a vécue à ce moment-là? C'est qu'on a vu qu'il y a des patients qui ont eu la chance d'être dans des conditions financières, affectives et autres, qui leur ont permis, ou d'entraide, ou de communautés plus entraînées dans le pair à pair, qui leur a permis de tirer des savoirs, de les expliciter, de les formaliser, de comprendre les conditions pour les partager, et qui font en sorte qu'ils ont réussi à tirer quelque chose et d'autres non. Pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce que les conditions leur ont permis. Ce qui fait qu'on a par exemple aussi des patients moins représentatifs que la moyenne, donc des gens en général plus éduqués, des gens qui ont eu certains des conforts financiers qui leur ont permis ce genre de choses, d'autres où c'est pas le cas, mais où la trajectoire de vie leur a permis d'avoir une maturité, une réflexivité qui a fait qu'on a travaillé ce terreau hyper riche, et que de ce fait-là, ça n'empêche pas, comment dire, cette dichotomie-là, le fait qu'on puisse la reconnaître, permet justement de penser les formations des patients en disant c'est pas parce que tu as vécu 4 cancers, etc., que donc tu es un patient de plus haut niveau en termes d'expertise ou peu importe. C'est ta capacité, à partir d'une expérience significative, à l'avoir travaillée et de manière plus importante, à être capable de la mobiliser dans un dispositif pédagogique pour développer les compétences des professionnels. Parce que quand ils sont à la fac de médecine, là on parle plus de leur autonomie, de leur projet de vie à eux, c'est plus ça qui compte. C'est le développement de futurs médecins compétents, qui seront des catalyseurs du partenariat de soins. Oui, pardon. Oui, ça revient un peu sur l'aspect de formation justement des patients, donc aussi bien pour les étudiants qui ont fait la revue de littérature que pour ce qui se passe également au Canada et là où ça existe. Tous les patients participant à la formation n'ont pas toujours été formés. Est-ce que ça existe des chiffres de quels sont les différents types d'interactions plutôt qui vont pouvoir avoir lieu pour un formateur, pour un patient qui a été formé, pour un patient qui n'a pas été formé? Il y a les témoignages, etc. C'est généralement plus sur ce type d'intervention qu'on sait que les patients ne sont pas formés. Mais est-ce qu'une je vais utiliser des grands mots qui sont volontairement provocateurs, des référentiels de compétences, entre guillemets, des référentiels de formation des patients formateurs existent en fonction des objectifs de formation qu'on va pouvoir apporter à l'étudiant. Voilà. C'est un trop gros mot, il faut que je prenne de l'eau pour avaler. Non mais il me semble que le truc de base quand même, c'est quand l'étudiant ou le médecin rencontre un malade, c'est d'être dans une disposition subjective, se dire qu'est-ce qu'il va m'apprendre, ce malade dont je ne sais encore rien. Et c'est pas forcément un malade éduqué qui a des ressources pour penser quoi que ce soit, mais il va m'apprendre quelque chose. Et après l'histoire de référentiel de compétences, je crois qu'on se focalise sur des points, à mon avis, tout à fait accessoires. Mais bon.
C'est mon allergie qui s'est exprimée, excusez-moi. Sinon, je ne sais pas si ça répondra vraiment à ta question, mais dans ce que nous, on a lu, je sais que, si je ne me trompe pas, je te donnerai le nom tout à l'heure parce que je n'en souviens plus, mais je sais que, si je ne me trompe pas, c'est en Australie, ils forment les patients, mais ils ont comment appeler ça, une formation type, en fait. Enfin, ils ont développé une formation type et ils appliquent la même à tous les patients qui rentrent qui désirent devenir patients experts et qui désirent après intervenir auprès des étudiants en santé. Ils bénéficient tous de la même formation qui tourne autour de points extrêmement précis, qui sont détaillés et tout. Donc je te donnerai tout à l'heure, là ça m'échappe, mais il y a bien une formation qui existe. Je crois, je suis pas sûre, mais je crois que ça s'appelle les 3 P. Il y en a une autre aussi. Ouais, ok. Bon, c'est programme patient partenaire. Il y a celui-ci, il y en a un autre aussi, et c'est assez standardisé, en tout cas dans leur formation. Vous vouliez... Ouais, je vais juste en remarque, parce que je suis absolument pas d'accord, et j'ai passé 2 ans et demi à l'hôpital à faire des évaluations de souffrance des patients, parce que je développe un outil qui vise à permettre aux médecins d'avoir quelque chose d'assez pratique et rapide pour évaluer la souffrance liée à la maladie de leurs patients, et je me suis spécialisée sur la douleur chronique. Je veux juste dire une chose qui pour moi est très importante, qui fait que je ne suis pas très d'accord avec vous, dans la mesure où je pense que ce n'est pas une question de cadre socio-économique ou d'éducation, parce qu'on a vu quand même des patients, moi en tout cas j'ai vu, et mes collègues aussi, des patients très très éduqués à l'oxyothémique dont ils sont absolument dans l'incapacité de savoir ce qui leur arrive. Ça, c'est assez rare, mais dans les quotidiens, je pense que ce n'est pas une question de disponibilité socio-économique, avoir le moyen de savoir et de réfléchir dans le café à côté. C'est la capacité de mettre le patient, c'est la mise en place, la mise à disposition du patient face à lui-même, mais avec des outils qui lui permettent de faire ça. Parce que moi, je travaille par exemple avec des douloureux chroniques qui sont malades depuis des années et qui souffrent le martyre, mais à qui on n'a jamais posé la question de leur souffrance. Et une fois j'ai mis à leur disposition tout un moyen, une batterie de moyens pour évaluer ça, il y avait une prise en disposition. Mais on a pris le temps, moi j'ai passé 2 heures et demie avec chacun et après avec un suivi. C'est une mise en situation de la personne. Parce que se mettre face à soi-même comme ça pour évaluer la maladie, l'envergure de la maladie, l'effet de la maladie au-delà de l'aspect technique, pathologique technique, c'est pas quelque chose qu'une personne, peu importe son origine, peut le faire. Et la raison pour laquelle j'insiste que c'est pas socio-économique ou même ni culturel, ni une question d'éducation, c'est que souvent on m'a dit, bon, les patients, ils sont pas capables, certains patients, bon, qui parlent pas très bien le français, etc., ne sont pas capables de répondre à ce que c'est une souffrance existentielle, le terme est trop... Non, tous les patients que j'ai vus, j'en ai vu presque 300, étaient capables de répondre à toutes les questions, à toutes les évaluations. Il suffit juste de prendre le temps et de les mettre dans une situation qui leur permette de faire ça. Le truc à côté d'un café, il faut le faire dans la clinique. Et là, tout le monde, y compris à la fois le médecin et les patients, vont pouvoir faire toute cette expérience subjective de prise de conscience dont M. Weber en a parlé tout à l'heure. Voilà, juste... Excusez-moi, parce que je me bats là-dessus depuis quelques temps. Vous avez raison. Bon, alors c'est assez bref comme réponse en fait. C'est pour celle-ci. En fait, oui. Non, mais pour dire, parce que justement, il y a une incompréhension. Vous avez raison. J'ai pas expliqué que ça prenait ça. J'ai dit que c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que nous, naturellement, les patients sur les 260 patients... C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut donc être éduqué pour être capable d'être un patient partenaire profil formateur. Je suis en train de te dire que nous, on a recruté et formé 270 patients formateurs et que si on observe socio-économiquement comment ils sont répartis, ils ne sont pas représentatifs de la population, ils sont plus éduqués, il y a beaucoup plus de femmes, ils sont relativement tous québécois, très peu de gens qui sont d'autres origines ethniques. Donc je ne suis pas en train de dire que ça prend ça, ce n'est pas un déterminant. C'est que là, même pas au même niveau, vous avez parlé des soins, moi j'ai parlé de l'organisation de la faculté de médecine. Donc le patient qui va discuter avec le doyen de la fac ou avec le directeur du programme de médecine, ce n'est pas le patient qui est dans votre niveau clinique pour faire de l'ETP.
Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, n'importe quel patient est capable de travailler en partenariat de soins. Il y en a certains qui passent par d'autres techniques et qui ont plus de difficultés. La barrière est plus haute parce qu'il y a certains outils d'encapacitation qui sont plus aujourd'hui des outils d'ETP qui sont relativement difficiles d'accès en termes même de compréhension et de littératie. Mais de ce fait-là, on distingue. Là, je vous ai parlé de l'organisation des soins. Donc c'est pas sauf que par contre, le patient lambda, avec les guillemets, il n'est pas capable de parler avec le directeur du programme de médecine. Il l'écoute même pas. Donc nous, notre stratégie de transformation qu'on a utilisée à l'Université de Montréal, c'est de dire, on prend des patients qui sont à la limite entre les deux mondes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'être crédibles auprès des étudiants de médecine, parce qu'ils sont capables de communiquer avec eux sur certaines choses, mais on ne les sélectionne pas sur leur capacité de communication avec un test de communication. Et ils sont crédibles au niveau des associations de patients et des milieux populaires avec lesquels ils sont en contact, parce que c'est des acteurs communautaires. Mais l'enjeu, c'est qu'on considère que c'est des passeurs. Ils permettent d'élargir les conditions pour qu'une fois que la fac se rend compte que c'est pas si menaçant que ça des patients formateurs, ben en fait, maintenant, ils regardent moins ce qu'on est en train de faire et ils nous laissent recruter des patients un peu plus représentatifs de ce que sont les patients de la communauté. Mais c'est parce qu'on a d'abord construit un cadre qui les rassurait, dans lequel ils se sont dit « Oh, bah ça va, c'est pas trop menaçant ». Et donc, maintenant, il nous faut confiance et on peut aller. Et juste pour le référentiel de compétences, la personne qui est partie tout à l'heure, mais qui a parlé de Luigi Flora, donc c'est un patient qui a fait sa thèse en sciences de l'éducation sur le développement d'un référentiel de compétences, de ce que c'est qu'un patient partenaire de soins, et ensuite au niveau 2, patient partenaire de soins mobilisant son expérience pour intervenir dans des dispositifs d'éducation médicale de manière générale. Ok. Dans votre réponse, l'ancien trotskiste que je suis retrouve la tactique de l'entrisme, mais ça ne marche pas toujours. Et puis, tous les Troyens ne sont pas aussi bêtes que les Troyens. Hein. C'est des chevaux de Troie qui sont détruits avant de pouvoir ouvrir les flancs. Je dis ça parce que tout de même, ce que vous nous répondez, c'est que vous recrutez des gens qui représentent ce qu'on attend, qui sont conformes à l'image qu'on se fait du patient, de sa bonne évolution, de qu'est-ce que c'est apprendre et savoir et bien évoluer. Et par exemple, vous n'intégrez pas ce que je trouve tout de même extrêmement fort dans ce qu'il disait notre collègue. J'ai été malade et je n'ai rien appris de la maladie. Est-ce que c'est acceptable, ça? Est-ce qu'on peut l'accepter? Et est-ce qu'on peut se rendre compte qu'après tout, les maladies, on n'en apprend pas toujours, on ne progresse pas toujours linéairement de l'avant, et que c'est complètement respectable, et que c'est un sacré savoir que de savoir qu'on n'a rien appris. Le savoir, c'est pas que quantifiable, c'est pas que normatif. Je dis ça parce que c'est extrêmement important. Il faut faire attention qu'on ne soit pas en train de fabriquer les patients experts dont le corps médical a besoin pour être rassuré au moment où la technique a pris une telle place que dès que l'humain surgit, ils sont paniqués, c'est l'angoisse. Et que ça, c'est vraiment une part du travail qu'on a à faire. Hein. La détresse, la souffrance des médecins face à la souffrance et à la détresse humaine, elle est considérable. Et comment en faire un outil pour eux de dialogue, de travail, de réflexion. Mais former un patient expert, c'est à ce moment-là peut-être mettre entre les mains du patient une responsabilité que le médecin ne peut pas abandonner. C'est une chose, il ne peut pas imposer les traitements. Mais c'est pas vrai. Un médecin, il doit pouvoir dire... Si c'est votre décision, je vais la respecter. Néanmoins, je pense que c'est une connerie. Et pour ci et pour ça. Je crois que c'est extrêmement important et j'aurais assez peur qu'au lieu d'avoir des interlocuteurs à part entière, c'est-à-dire des interlocuteurs qui seront toujours des étrangers, qui ne nous ressembleront pas, qui ne nous seront pas connus. Je crois ce que vous disiez, c'est-à-dire être capable de se dire que l'autre va nous apprendre et nous produire des effets d'étrangeté qui vont complètement déstabiliser le paysage, nous faire perdre le latin, et qu'il va falloir le réapprendre. Sinon, on va former des patients qui correspondent à ce qu'on attend d'eux. Et ça, c'est un vrai danger. Je provoque. Hein. Vous avez raison, encore une fois. C'est une tension nécessaire, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces patients-là, s'ils sont trop loin de la réalité des gens au niveau des organisations, c'est-à-dire que nous, dans notre équipe, les patients qui sont dans l'équipe, il y en a à peu près 10-12, ces gens-là correspondent effectivement à des patients qui sont moins menaçants pour les gens de l'organisation. Par contre, pas les 270.
C'est-à-dire que les patients recrutés pour intervenir dans les dispositifs, enfin, dans les ateliers d'éthique, etc., eux sont quand même pas mal plus subversifs en termes de discours, juste, et en termes surtout de stratégie à long terme. Ils ont compris que les étudiants, surtout dans les conditions actuelles du système de santé où eux-mêmes sont en souffrance, sont leurs alliés là-dedans. C'est-à-dire que les étudiants se rendent compte de l'absurdité de beaucoup de pratiques organisationnelles du système de santé et sont, comme les patients les constatent aussi, des alliés là-dedans. Première chose. La deuxième, c'est que dans une faculté de médecine, les médecins sont zéro représentatifs des médecins sur le terrain aussi. Donc à un moment, il ne faut pas être aussi exigeant avec les patients, alors qu'on a vu depuis ce matin ce qu'on a comme constat sur la médecine. On a un degré d'exigence et de critique qui est largement supérieur pour les patients qu'on l'est pour les médecins. On accepte des absurdités totales sur la formation des professionnels de la santé, puis les patients, il faudrait qu'ils soient formés déjà avec un référentiel de compétences 5 ans après qu'on ait des patients formateurs. Les médecins, ça fait combien de temps qu'on les forme et qu'on n'a jamais eu de référentiel? Donc tout de suite, on a un degré de... Il faut les évaluer, il faut un référentiel de compétences, il faut qu'ils soient représentatifs. Mais c'est dire, mais est-ce que tu as regardé les médecins sur le comité de programme s'ils sont représentatifs des autres médecins? Ils ne le sont pas, c'est des leaders pédagogiques, c'est souvent des gens... Bref. Sur les patients experts. Hein. Mais justement, on ne les appelle pas experts pour la raison que vous avez raison. Vous les appelez comme vous voulez. Le problème, c'est que c'est nous qui les formons. Il y a quoi nous les formons? Il y avait quelle représentation? Nous ne questionnons. Ce sont des patients qui les forment. Dans l'équipe, ce sont des patients et des professionnels qui agissent en duo et qui les forment. Ce n'est pas des médecins de la faculté de médecine qui les forment. Je dis non. Alors moi, si je peux me permettre on va peut-être s'arrêter là quand même, mais je vais en profiter de prendre le dernier mot puisque j'ai le pouvoir. Moi, je suis quand même toujours frappée par le fait que quand on parle du savoir du patient, c'est toujours du savoir expérientiel qu'on parle, comme si on déniait au patient la possibilité d'avoir un savoir autre qu'expérientiel. Or, aujourd'hui, il y a quand même une chose qui est de fait, hein, vous l'avez remarqué tout à l'heure, c'est que les patients vont aussi sur Internet. Ils ne vont pas que sur des forums de discussion où il y a parfois des choses complètement hallucinantes et rigolotes, surréalistes qu'on peut lire. Ils vont aussi sur des sites très sérieux et ils acquièrent petit à petit un savoir. Et être partenaire avec le médecin, c'est aussi éventuellement confronter le savoir qu'ils ont acquis à celui du médecin, en discuter avec lui, se faire expliquer des choses. Et donc, je crois qu'on devrait accepter d'envisager le savoir du patient comme pas exclusivement un savoir expérientiel. Voilà. Donc, je clôt la séance. Pas de réponse. Merci à tout le monde.